Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sylvain Morel, cofondateur et directeur des opérations chez Sporty Home. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Ariane, bonjour Armelle. Alors pour démarrer cet épisode, Sylvain, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ta carrière, de ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît ? Oula, on va en avoir pour longtemps. Du coup, je suis Sylvain, je suis le cofondateur de Sporty Home, j'ai 41 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants qui ont 5 et 6 ans, donc l'âge de mon entreprise. Je suis un waterman, on va dire, donc j'aime bien passer du temps à l'eau pour faire du wingfoil, du surffoil ou autre sport nautique. J'aime bien venir en montagne aussi par chez vous pour aller faire un peu de ski de randonnée. Je suis ingénieur de formation après un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une école de commerce pour avoir une dimension plus business, donc je suis passé par l'EM Lyon. Et j'ai évolué comme ingénieur commercial, puis directeur commercial et marketing monde dans l'industrie. Et à un moment, ma très jolie et gentille épouse en avait marre que je ne sois jamais à la maison. On avait 33-34 ans et elle m'a dit ça serait quand même pas mal qu'on commence à regarder pour faire des enfants. Je dis oui, pourquoi pas. Elle m'a dit la seule condition c'est que tu sois à la maison plus souvent parce que là tu es en déplacement partout dans le monde et je te vois jamais. Et là je me suis dit comment faire pour être à la maison tous les jours? Pourquoi pas créer son entreprise directement dans mon garage qu'on a transformé en studio et on a démarré comme ça l'aventure Sporty Home, ce qui m'a permis d'être plus souvent à la maison et donc de pouvoir mettre en route cette jolie famille. Alors justement, qu'est-ce que c'est que Sporty Home ? C'est quoi l'histoire ? Comment tu as eu l'idée et c'est quoi la proposition de valeur ? Alors Sporty Home, c'est une plateforme de réservation d'hébergement autour des plaisirs sportifs. Donc, on qualifie des logements, donc des locations saisonnières, que ce soit des chalets, des appartements, des villas. On les qualifie en fonction des activités sportives à faire à proximité, donc à travers un guide des spots communautaires. Donc la communauté vient renseigner un parcours de randonnée, une sortie à raquette, un spot de parapente. Et nous, on vient trouver les logements qui sont autour et on les qualifie en fonction du sport et en fonction de l'engagement des propriétaires. Parce que l'ADN de Sporty Home, c'est le partage entre passionnés de sport. Le plaisir du partage de sportifs entre un propriétaire qui est un local, qui connaît le coin, et des voyageurs sportifs qui sont à la recherche des meilleurs conseils pour réussir leurs vacances. Petit exemple très simple, je prends Armelle qui vient faire du kitesurf à Montpellier. Si elle dort chez Sylvain, qui pratique régulièrement sur place, elle pourra avoir les bons conseils, les zones de spot autorisées, la météo, etc. Et vice-versa, Sylvain qui part à Annecy faire une sortie ski de rando, chez Ariane, Ariane qui pratique régulièrement va pouvoir le conseiller sur la météo, sur les dernières chutes de neige, lui montrer où sont les meilleures sorties. Donc ça, c'est le concept de Sporty Home qu'on a créé en 2017. Et cette idée, elle a germé dans la tête de 2 personnes. Donc Fred, qui est devenu mon associé, et moi-même. On a réalisé ça en juillet 2015, qu'on avait le même projet chacun de notre côté.
On est 2 copains du kitesurf. Et quand on a réalisé qu'on bossait sur le même projet, on s'est dit, oula, il y a quelque chose à faire ensemble. On est déjà 2 à pouvoir utiliser ce service qui n'existe pas encore. Peut-être qu'on sera plus que 2 prochainement et on pourra créer une entreprise autour. Et pour la petite anecdote, on avait enregistré le même nom de domaine à une lettre près. De son côté, ça s'appelait OBNB avec 2 B. Et de mon côté, ça s'appelait OBNB avec un B. L'idée, c'était hobby, comme les hobbies sportifs, et BNB pour faire un petit clin d'œil au côté Airbnb. Donc, OBNB. Et quand on a vu qu'on avait le même nom de domaine, à une lettre près, la même idée, on s'est regardé dans les yeux. C'est un peu comme un mariage, une rencontre. On s'est dit, OK, là, il y a quelque chose à faire. Toi, tu es bon en marketing, vision, design. Tu vas pouvoir créer le site, la plateforme. Et toi, Sylvain, tu es plutôt bon en commercial, finance, marketing. Et tu vas pouvoir donc orchestrer cette entreprise et faire que ce projet existe. Et au quotidien, c'est quoi, du coup, les plus gros challenges que tu dois relever depuis que tu as monté ce projet? Il y a des milliers de challenges technologiques, humains, RH, marketing, marque, acquisition, etc. Mais le plus gros, et qui est l'unique, et qui est clé, qui reste quand même le cash. Il faut gérer le cash et être sûr d'avoir suffisamment d'argent en banque, ou de perspectives de levée de fonds, ou de perspectives de prêt bancaire, ou de perspectives de revenus générés par sa communauté, pour pouvoir anticiper le futur, faire les nouveaux développements, recruter et faire grossir l'entreprise. Donc je dirais que vraiment la gestion du cash au quotidien, c'est la clé. Alors ça occupe pas 24 heures sur 24 de ces journées, puisque une fois qu'on a regardé ce qu'il y a dans son compte en banque, on sait qu'il reste X millions d'euros, et on avance, on exécute. Mais il faut tout anticiper pour jamais se retrouver à court de cash et ne pas aussi se retrouver avec un cash excédentaire pendant des mois et des mois et des mois, ce qui voudrait dire qu'on est en train de se reposer et de plus mettre le capital au travail. Il faut jongler entre cette vitesse d'utilisation du cash et le stock qui reste à la fin du mois de cet argent. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation un peu incroyable que tu aurais vécue depuis que tu as créé ta boîte? Il y en a vraiment beaucoup, des anecdotes, que ce soit avec les salariés ou avec les hôtes ou les voyageurs. Celle qui m'interpelle le plus, là, c'était, je crois qu'il y a 3 ans maintenant. J'étais sur LinkedIn en mode, qui je pourrais contacter comme prochain ambassadeur pour la marque de Sportium. Donc, on avait, avec Sportium, on sponsorise à peu près 20 à 30 athlètes par an. Donc, ils ont du crédit logement pour se déplacer, que ce soit en escalade, en parapente, en kitesurf, wingfoil, VTT, etc. Et dans ces ambassadeurs, je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre contact avec une personnalité plus connue pour essayer de monter en gamme. Donc, on a pris contact avec les avocats de Martin Fourcade. On s'est dit, pourquoi pas Martin, ça pourrait être sympa de l'avoir en tant qu'égérie de la marque Sportium. Et Martin, il n'est pas du tout aligné avec notre ADN. C'est quelqu'un qui n'héberge personne chez lui. Il loue pas son logement, donc il n'est pas dans le partage avec des voyageurs étrangers. Et au milieu de tout ça, on a rencontré via LinkedIn une magnifique personnalité qui s'appelle Nathalie Simon. Et donc, en fait, à travers un petit message LinkedIn, elle me répond, tiens, ça a l'air sympa ton projet, mais c'est pas du tout le bon timing pour moi. Et puis là, je suis en train de finir un gîte. Et ton projet a l'air sympa, je le mettrai un jour sur Sportium. Je me dis, tiens, c'est cool. On a démarché en fait un potentiel athlète ou personnalité pour la marque de Sportium. Et puis, on a gagné un nouveau logement, donc ça vaut le coup. Et en fait, son logement, elle n'avait toujours pas ajouté. Et c'est un jour, je vois un logement là, hier, je tombe amoureux du logement. Je me dis, mais c'est magnifique cette villa. Un logement en stay, share, play, donc l'engagement le plus fort chez nous. Stay, t'es hébergé, share, t'as les conseils, et play, tu fais l'activité avec les propriétaires. Je regarde la photo du profil, et en fait, c'est Tanguy. Oui, mais Tanguy, c'est qui Tanguy.
Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me dis, mais Tanguy, en fait, c'est le mari de Nathalie Simon. Et en fait, je réalise qu'elle avait bien mis son logement chez nous. Donc, du coup, je vais de ce pas prendre mon téléphone, j'appelle. Et là, j'explique le contexte, où est-ce qu'on en est, qu'on cherche un partenaire pour promouvoir la marque de Sportium. Et le déclic est là. Elle trouve que je pitch super bien mon projet. Et on l'embarque dans l'aventure. Donc, sur la dernière levée de fonds qu'on a réalisée, Nathalie Simon est rentrée comme associée, investisseuse et égérie de la marque Sportium, dont elle a fait la promotion là pendant plus d'1 an et demi. Bravo, c'est beau. Et si tu regardes ton parcours, est-ce que finalement, ça c'est des choses positives de ce que tu viens de nous raconter, mais est-ce qu'il y a eu des grosses erreurs que tu as pu faire et qu'est-ce que tu en retiens? Ouais, je dirais que des erreurs, on en fait régulièrement, mais on est assez fiers quand même d'avoir peu de casseroles. On a zéro prud'homme, on a payé tous nos fournisseurs tout le temps à l'heure. On a un score Trustpilot qui est super élevé. Donc, on a peu d'erreurs, mais à titre personnel, vraiment pour moi, en tant que founder, et qui gère le côté opérationnel, hein, donc le côté action de l'entreprise, l'erreur la plus flagrante, c'est le manque de patience. En fait, développer un business, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et il faut de la patience. On vit dans une société aujourd'hui où je veux une nouvelle paire de skis de rando, je vais sur Snow Leader, je clique, le lendemain, c'est livré chez nous. Créer un business, c'est pas aussi vite que quelques clics sur Internet. Il faut de la patience, de l'énergie, de l'endurance. Et je dirais, donc ça, c'est une de mes erreurs, c'est cette volonté de vouloir aller toujours très, très vite. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire de manière ultra rapide. Et j'ai la chance, c'est que mon associé, lui, il est à l'opposé. Il est dans la prise d'analyse, de chiffres, de comparaison, de mesures. Et donc, il est beaucoup plus posé. Il fait qu'on a un balance qui se crée, qui est extra et qui permet d'amener la marque Sportium avec la vision que lui, il porte derrière, de l'amener là où on en est aujourd'hui. Et je pense que si j'avais été solo sur cette aventure, première levée de fonds, j'aurais mis des milliers d'euros en acquisition, vite, pour essayer de tout faire grossir. Mais en fait, tu te retrouves à un moment où ça éclate parce que tu n'as pas structuré l'entreprise, tu n'as pas mis les process en place, tu t'éloignes de ton ADN, etc. Donc ça, c'est une de mes erreurs, on va dire, à titre perso, c'est de croire qu'on peut aller très vite. Et donc là, il faut être à l'écoute et accepter de prendre du temps. Je donne un exemple du quotidien qui illustre ça. On a des bannières, hein, donc c'est pas grand-chose, des bannières à faire pour mettre sur le site d'un partenaire qui s'appelle Génération Voyage, qui est un gros blog de tourisme qui fait à peu près 40 millions de visiteurs uniques à l'année. On a des bannières à faire pour attirer des nouveaux propriétaires sur la plateforme Sportium. On doit les faire depuis juin. On est début octobre, elles sont toujours pas faites. Pour moi, ça m'énerve. Mais pour Fred, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, il a besoin, à travers cette bannière, d'exprimer l'identité de la marque Sportium. Donc là, comme on est en train de faire des campagnes Facebook par milliers, et en fait, on voit celles qui marchent le mieux, les photos qui marchent le mieux, les visuels, les mots d'accroche qui marchent le mieux. Et là, d'ici fin de cette semaine, en fait, il aura pondu la bannière la plus efficace qu'on aura pu créer nous, parce qu'il a pris le temps d'analyser des milliers de data. Alors que moi-même, j'aurais fait une bannière très rapide, Sportium, publie ton logement en un clic, et j'aurais poussé ça on va dire à chaud, en mode fonceur, en fait. À contrario, quelles ont été, selon toi, tes plus grandes satisfactions ou les plus grands accomplissements dont tu es le plus fier? Enfin, ça, c'est ma personnalité, mais il n'y a pas beaucoup de trucs, donc je suis hyper fier. On avance, on exécute, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe moins bien, tant pis, on fait autre chose. Là, la chance qu'on a, c'est, je dirais, in fine, ce qui me plaît le plus là dans Sportium, c'est cette image de marque en fait qu'on a réussi à créer, où les salariés, quand ils arrivent chez nous, ils sont fiers
d'appartenir à Sportium. Les partenaires commerciaux avec qui on travaille, que ce soit nos avocats, que ce soit des fournisseurs, ils sont fiers de travailler avec nous, ils apprécient ça. Les autres sont contents, ils nous le disent sur Trustpilot, les voyageurs aussi, puisqu'ils laissent des bons avis. Et c'est ça dont je suis aujourd'hui le plus fier, c'est d'avoir créé une marque dans laquelle qui génère un aura de confiance, parce que tu vas pouvoir mettre un joli chalet à la location dessus, et tu vas pouvoir réserver tes vacances avec. Et in fine, c'est cette marque qui est peu tangible dans un bilan comptable, hein, puisque c'est pas quelque chose qu'on peut facilement estimer en termes de valorisation. Aujourd'hui, c'est cette marque qui fait qu'on est là où on en est, Sportium, puisque elle plaît. Elle n'est pas encore assez connue. C'est hyper dur de se faire connaître partout. Mais voilà, on a zéro casserole derrière nous, aucun prud'homme, que des gens qui sont contents, aucun litige fournisseur. Et ça, on en est, c'est dont je suis le plus fier aujourd'hui. Donc, je suis très content de me promener avec ma voiture, mon break Passat qui est écrit en énorme Sportium en blanc. Ça me pose pas de problème. Et tous mes jouets de sport, hein, que ce soit mes planches de surf, de kite, de wing ou autre, elles sont stickées Sportium. Et donc, sur la plage, les gens qui viennent me voir, ah, c'est toi, le cofondateur de Sportium, c'est génial ce que vous faites. Et ça, je trouve ça valorisant et agréable. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, alors que ce soit dans cette aventure entrepreneuriale ou même avant, une sorte de conseil ou de mantra qui t'a accompagné durant ta vie finalement et durant l'accomplissement de ta vie professionnelle? Des conseils, on en a tout le temps. Des bons, des mauvais, des qu'on accepte, d'autres qu'on n'accepte pas du tout. Des gens assez fous qu'on a rencontrés aussi, notre entrepreneur qui nous disait non, mais avec un projet tel quel, si un jour vous arrivez à lever 150 000 euros, ça serait extraordinaire. Finalement, on a levé 4,5 millions et on exécute bien. Donc, il y a des conseils, il y en a plein. Je dirais que celui qui me parle le plus, je vais prendre celui de mon père, qui est la patience en fait. Comme c'est un de mes défauts et que lui, il a fait une entreprise dans l'horticulture, pour mettre un produit, donc une nouvelle plante sur le marché, il faut entre 10 et 15 ans, alors qu'un site web, il faut quelques journées, des fois, pour coder une nouvelle page. Donc lui, il a appris à être patient, à prendre du temps dans les développements, et il a été dans l'aventure au démarrage, et ça nous a bien aidé de l'avoir des fois posé et mettre ce frein en mode on sait que c'est une start-up, on sait qu'il faut aller vite, mais ça va prendre du temps. Gardez ça en tête, c'est un marathon. Tenez bon, ne vous grillez pas au courant dans tous les sens. Et je dirais que ça, c'est le conseil qui m'est le plus utile au quotidien. Dans le cadre du développement de Sportium, vous avez choisi de faire une levée de fonds. Tu as dit vous avez levé plus de 4 millions. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir cette voie dilutive ? Alors, est-ce que c'est un choix ? Oui, alors, in fine, c'est un choix puisque c'est une décision propre des fondeurs de dire on ouvre notre capital. Il faut savoir que des business de plateforme, comme on a créé en 2000, faut se rappeler que quand on a commencé à faire notre prototype, c'était en 2016. Il n'y avait pas de système plug and play. On ne pouvait pas récupérer en no-code une plateforme déjà existante d'un copycat Airbnb ou Booking ou Abritel. Ça n'existait pas, il fallait le créer. Pour le créer, il faut un développeur web. Nous, on n'est pas développeur web avec mon associé. On a la vision, l'action, et on s'est très tôt entouré d'un développeur web ultra performant, que je salue d'ailleurs, Iban Gwenaga, un gars extraordinaire qui a toujours su résoudre tous les problèmes qu'on lui a amenés. Et en fait, un développeur web, ça coûte de l'argent, et puis rapidement, il en faut un deuxième, puis un troisième. Et quand tu crées ta plateforme, au début, tu n'as pas la base technique pour générer des revenus. Tu crées ton environnement technologique. Ensuite, il faut aller acquérir tes premiers clients, donc ton offre, tes logements, et après acquérir des voyageurs. Tout ça prend du temps, donc le temps, c'est de l'argent.
et on voulait aller plus vite. Donc, l'idée de lever des fonds, pour nous, ça a été de se dire, OK, plutôt que d'essayer de bootstrapper pendant des années, il faut aller vite, il faut du cash. On a fait une toute première levée de fonds qui était de 400 000 € pour fabriquer la technologie. Puis après, on a vu que ça prenait, puisqu'on gagnait à peu près 400 à 500 nouveaux logements par mois sur notre plateforme. On s'est dit, tiens, le message qu'on véhicule de pouvoir héberger la communauté sportive, ça plaît aux propriétaires. Et quand on a gagné ce nombre de logements par mois, on a réussi à relever 600 000 €, donc 1 million d'euros en capital, en tout, plus les prêts bancaires, etc. Donc on était déjà à 2 millions. Et là, on a commencé à accélérer au niveau des réservations. Donc on avait la plateforme technologique, le parc logement suffisant pour commencer à faire la promotion, puisque si tu fais une promotion de ta plateforme et que tu n'as que 20 chalets ou 20 appartements au bord de mer, les gens sont déçus, ils s'en vont. Donc il faut quand même une masse de nombre de logements pour que la mayonnaise prenne. Et là, on a commencé à accélérer sur l'acquisition de nouveaux faits de voyageurs. Après, on a pris la crise Covid dans la tête, donc ça, c'est parti en marche arrière, puis ça a réaccéléré post-Covid, puisque tout le monde voulait être dehors, dans la nature, faire du sport, et surtout ne pas être dans les grands groupes hôteliers ou centres de vacances. Donc la location de vacances entre particuliers a explosé. Et on a profité de ce momentum pour relever des fonds. Et là, on a relevé 2,5 millions. C'était en novembre, on l'a annoncé en novembre 2021. Et cette levée de fonds, on l'a utilisée pour accélérer sur l'acquisition des voyageurs et faire en sorte d'accélérer la croissance de Sportium et faire que cette marque soit devienne un réflexe pour la plupart des sportifs qui ont envie de faire du sport en dehors de chez eux et qui ont besoin de dormir quelque part. Et du coup, cette aventure de levée de fonds, qu'est-ce que tu en retiens? Quelles leçons tu en as tirées? Comment vous avez surmonté les difficultés? C'est quoi ce qui te reste de ce parcours-là? Moi, c'est exactement ce que j'avais envie de vivre. Des moments où en fait, t'es mis dans le rouge, t'es mis dans le dur, t'es confronté à des analystes qui prennent ton dossier en quelques secondes. T'es confronté à d'autres analystes qui ont déjà investi dans des business similaires, donc ils vont te poser les bonnes questions. T'en as qui ont une vision complètement différente, qui est hyper utile. Donc en fait, t'es secoué, challengé au quotidien. C'est hyper bon pour le cerveau, puisque ça fait réfléchir. C'est très déstabilisant, par contre. Il faut être mentalement, il faut être solide, parce que quand tu vas rentrer dans les négociations de valorisation, de répartition des parts, des droits préférentiels, des liquid pref, etc. Donc il faut être entouré par des spécialistes. Nous, on a la chance de travailler avec le même cabinet d'avocats qui s'appelle Olins, qui est sur Paris, avec Éric Logier, que je salue d'ailleurs aussi, qui est un gars ultra brillant, ultra calme, posé, qui simplifie tous les packs d'actionnaires et qui te permet de comprendre l'ensemble des détails, puisque quand tu fais rentrer un investisseur dans ton équation capitalistique, évidemment, il a un engagement. Il vient investir une somme qui appartient à d'autres personnes, donc il ne sait pas que son argent, et donc il est là pour le placer au mieux, avec des garde-fous. Et tout ça, il faut être capable de le négocier, de comprendre. Donc, d'un point de vue intellectuel, c'est génial, parce qu'en fait, à chaque étape de levée de fonds, tu apprends des nouveaux termes. Ta première levée de fonds, elle est facile, c'est des business angels. La valo, tu la discutes autour d'un café. La deuxième est plus compliquée. La troisième, qui était une pré-série A, est encore plus dure, où là, tu as le pack d'actionnaires qui est remanié de A à Z. Tu as un board de direction avec des contraintes sur un comité stratégique, des prises de décision. Et en fait, tu te rends compte que tout ça est très bien monté, qui permet en fait aux investisseurs de protéger l'investissement et de prendre les décisions stratégiques pour l'entreprise d'un commun accord. Et ce qui m'a plu dans cet univers, c'est de rencontrer des gens hyper brillants, hyper smart. Alors, on en a trouvé, con au milieu, des mecs qui comprenaient rien à ce qu'on faisait, des mecs qui voulaient pas investir parce qu'on n'avait pas notre CTO qui avait des parts de la boîte. On a eu des réflexions à 2 balles qui servent à rien. Et au milieu de ça, on a trouvé des gens aussi extraordinaires qui sont devenus maintenant des amis et qui nous ont fait mûrir, grandir
comprendre beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, sur les levées de fonds. Et on essaye de partager au maximum cela. Moi, j'ai déjà investi dans plusieurs startups à côté. Et puis, dès que je peux partager quelques tuyaux, quelques recommandations à d'autres entreprises, j'hésite jamais. Je fais. On apprend beaucoup dans l'étape de l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si in fine, on faisait toujours la même chose tous les jours, notre cerveau d'entrepreneur, qui est plutôt des cerveaux, on va dire, en ébullition, qui ont envie de tester plein de choses, de faire plein de trucs, si on devait faire le même business tous les jours, ça serait un peu morose, on finirait par s'ennuyer. C'est comme le sport, on essaye du nouveau matériel tout le temps. Il y a des nouvelles tendances, des nouvelles disciplines qui arrivent. Et quand on est précurseur dans cette discipline, on a envie de les essayer. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a des nouvelles technos qui arrivent, des nouvelles façons de faire. Et il faut les tester, les prendre et avancer. Et ces phases de levée de fonds ou de l'entreprise, pour moi, je trouve que c'est hyper agréable pour le cerveau. Pardon, je te coupe, Armel, mais si j'avais une autre entreprise qui n'avait pas eu à lever des fonds, à mon avis, on se poserait aussi d'autres questions qui seraient aussi tout intéressantes. Donc, peut-être ça sera le prochain challenge post-Sportium, on verra. Tu disais tout à l'heure que tu aimais bien partager avec d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs. Quels conseils est-ce que tu donnerais à justement des entrepreneurs qui aimeraient lever des fonds, autre que être bien accompagnés? Alors, je dirais que lever des fonds, c'est pas une fin en soi, en fait. On vit dans un univers de la presse française qui met en avant que les gens qui font des levées de fonds ou qui se cassent la gueule. C'est ça qu'ils aiment. Ils aiment quand ça saigne ou quand il y a des dollars. Si tu fais ta levée de fonds, tu sais que tu vas pouvoir avoir les Échos, la Tribune, le Parisien, etc. Si tu annonces que tu es rentable et que tu as fait un nouveau produit extra, personne ne parle de toi. Par contre, tu annonces que tu licencies 30 personnes, tiens, là, ils sont à nouveau là. Donc, ce que je dirais, c'est que lever des fonds, c'est vraiment pas une fin en soi. Il faut que dans la tête de l'entrepreneur, tu sois vraiment capable de comprendre ce VC game. Donc, le VC game, c'est pourquoi les fonds d'investissement rentrent dans les entreprises. Il y a Julien Petit qui est sur Lyon de Mighty Nine qui parle de ce VC game qui est hyper intéressant. Il faut l'avoir en tête, c'est que si tu fais rentrer un fonds dans l'équation capitalistique de l'entreprise, c'est pour accélérer. Il faut que tu aies les reins solides pour accélérer. Accélérer, c'est pas faire du 15% ou 20% de croissance, c'est faire x3, x5, voire plus. Et pour faire ça, il faut des gens qui sont prêts. Il faut être prêt à mettre énormément de cash au travail, donc en brûler d'un côté, mais en gagner de l'autre côté. Il faut recruter vite, il faut dérecruter très vite si ça va pas. Il faut être capable de prendre des décisions rapides. Et le temps est très court, puisque quand tu fais normalement une levée de fonds, que tu as bien dimensionné, tu as en moyenne entre 18 mois et 24 mois de cash devant toi. Donc, il faut aller vite. Donc, il faut être solidement préparé à vivre. Et je pense que tu peux être très fier d'une entreprise qui a levé des fonds et qui a foiré ensuite, ou d'une entreprise qui a levé des fonds et qui survit, ou d'une entreprise qui a levé des fonds et puis finalement qui relève des fonds pour accélérer encore, ou d'une entreprise qui est rentable par soi-même en mode pure bootstrap. Donc, des entreprises qui se développent toutes seules et qui grossissent de manière naturelle. In fine, l'idée, c'est de prendre le chemin qui te convient le mieux et d'utiliser les moyens qui existent. Aujourd'hui, pour faire des réponses automatisées sur notre centre d'aide, on va utiliser ChatGPT parce que c'est une technologie qui existe. Si pour accélérer, il faut que tu ailles lever des fonds, lève des fonds. En fait, il faut utiliser tous les moyens qui existent pour amener le projet là où tu veux. Et nous, l'objectif de Sportium, c'est vraiment de faire cette marque dans laquelle les personnes peuvent s'identifier. Et notre rêve, c'est que autour d'un dîner entre amis, donc Sylvain, Ariane et Armel qui se retrouveraient à Annecy là, autour d'une table, on puisse se dire tiens, toi, t'as fait quoi ce week-end? Moi, j'ai fait un week-end Sportium. Et en fait, t'es directement mis dans une catégorie fit, dans l'air du temps, de quelqu'un qui cherche à avoir des connexions avec la nature,
avec les locaux, avec le partage d'expérience. Peut-être tu as une montre Suunto, Fitbit, peut-être tu cours avec des Saucony et tu rides avec des Black Diamond quand tu vas skier. En fait, on veut que cette marque Sportium, elle puisse coller comme ça aux sportifs. T'es surfeur, t'achètes un board short Quicksilver. T'es trailer, tu cours avec une Suunto et une Garmin. Et ben, t'es un sportif, t'es week-end sportif, tu fais un Sportium. Et pour conclure, Sylvain, comment est-ce que tu vois le futur de l'industrie de l'outdoor dans les 10 prochaines années? Je le vois de plus en plus réglementé. Pour moi, il y a un engouement tel pour l'outdoor que je comprends. Hein. On est connecté tout le temps, on est toujours à fond dans le speed, etc. Donc, se reconnecter avec la nature, prendre du temps pour aller dehors, faire une activité physique dehors, c'est clé. C'est clé pour sa santé mentale, c'est clé pour son équilibre. Mais il y a une contrainte de l'espace qu'on utilise. Un spot de kitesurf peut devenir saturé, un parcours de randonnée peut devenir saturé, va s'user. Quand on fait du trail et qu'on descend un sommet à fond en coupant direct sans passer par le chemin, pareil, on ravine, on fait tomber des pierres, etc. Donc, l'utilisation de nos terrains de jeu, je pense que c'est ça qui, dans une dizaine d'années, doit concerner notre secteur. Il faut absolument qu'on l'utilise de manière la plus intelligente possible pour conserver ces terrains de jeu le plus longtemps possible. Et c'est très dur parce que chaque sportif a son défi personnel, son ambition personnelle. Moi, j'aime bien faire le Pic Saint-Loup, donc il y a une montagne qui est derrière chez nous. J'aime bien le courir. Donc, de faire un chrono pour monter en haut, il faut, en temps normal, il faut 45 minutes. Si tu cours, tu mets 32 minutes. Je sais qu'en courant, je vais forcément déplacer des cailloux que j'aurais jamais déplacés en marchant normalement, parce que j'aurais pris le temps de regarder où est-ce que je peux mettre mes pieds. Donc, chacun a ses compétitions, ses défis personnels, mais en fait, ça vient impacter les terrains de jeu. Donc, je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire avec prendre du temps avec les clubs locaux pour retourner sur cette montagne, repositionner les cailloux, peut-être mieux flécher, dégager les zones où il y a des papillons qui sont venus pondre. Ou pareil, là, on voit que le club de kitesurf, il y a des zones de nidification d'oiseaux là sur certains étangs. C'est balisé, c'est marqué, t'as pas le droit d'aller naviguer. Tu vas pas naviguer. Laisse la nature, elle était là avant toi. Et si tu veux pas qu'on te ferme tous tes terrains de jeu, il faut prendre le temps et respecter. Et des fois, c'est difficile. Tu arrives devant un champ de poudreuse qui est magnifique. Et en fait, tu as un panneau, tes traces en voie de disparition, ne pas aller dans cette zone-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas parce que c'est magnifique et que tu peux faire une super photo pour Instagram. Tu te dis, non, je vais effrayer une bête qui va ensuite fuir et qui va finir par disparaître de nos montagnes. Et là, il faut faire rentrer ça dans les consciences des gens. Et ça se fait dès le plus jeune âge avec les enfants. Leur expliquer, leur montrer la nature, les insectes, les animaux et leur expliquer qu'il faut faire attention à tout ça. Merci beaucoup Sylvain Morel, cofondateur de Sporty Home, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que l'une des plus grandes difficultés lorsqu'on pilote une entreprise, c'est la gestion du cash pour ne jamais en être à court, ni être trop excédentaire. En fait, il faut une bonne corrélation entre le niveau de cash et le développement de la boîte. Le deuxième point, c'est que développer un business prend du temps et requiert beaucoup de patience, de l'énergie et de l'endurance, ce qui n'est pas toujours évident dans notre monde de consommation quasi instantanée. Il faut donc être à l'écoute du marché, faire des tests, prendre le temps d'analyser les données qu'on a collectées pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions. Et enfin, le dernier point, lever des fonds n'est pas une fin en soi, mais si vous devez le faire, soyez bien entouré de professionnels, en particulier des juristes, pour être certain de vous engager en connaissance de cause. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons
à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.